Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch, qui analyse, commente les shows de la WWE. Et là nous sommes sur un très très gros morceau, c'est Money in the Bank 2019 qui vient tout juste de se finir à Hartford dans le Connecticut. Et c'est parti pour l'analyse, je suis Raphaël et je suis accompagné de mon ami Chris. Ça va Chris ? Salut Raphaël, salut peuple de Catch-Up. Écoute, ça va bien, l'argent est à la banque ou pas? Et en tout cas, on était suite à un pré-show de folie. Nous revoilà maintenant pour la review officielle de ce Money in the Bank 2019. Ça devrait envoyer du lourd. Ben ouais, exactement. Donc, on était là dans le pré-show. J'espère que vous l'avez écouté, cher public. Sinon, bah, du coup, maintenant, si vous avez vu le show, c'est un peu tard. Mais en tout cas, nous sommes bien amusés. Il y avait notre ami Ringside avec nous, mais qui n'a pas pu être là ce soir. C'est pas mal qu'on fasse la continuité. Ouais, on va pouvoir voir si nos vœux ont été exaucés, si la WWE a rempli nos attentes, nos espoirs pour ce qui est, je te cite, hein, Chris, l'un de tes pay-per-view préférés de l'année. Alors, on va voir hein, si on t'a comblé. Ah, on va voir si un peu nos pronostics de la veille ont correspondu ou pas. Oui, il y a ça aussi, accessoirement. Alors, première surprise dans ce show, alors nous sommes à la WWE, il y a un pré-show évidemment, quelques interviews, donc on a Becky Lynch, Lacey Evans, je ne vais pas détailler tout ça, mais nous aurons un seul match dans ce pré-show, contrairement à ce qu'on pensait. C'est un match tag team, les champions tag team de SmackDown, Daniel Bryan et Rowan, affrontent les Usos, Jimmy et Jey Uso, donc c'est la revanche du match qui avait permis la prise de titre des deux écolos intellectuels. Mais ce soir, les ceintures ne sont pas en jeu. Donc tu vois, ça répondait aussi à une de nos interrogations. C'était pas un title match finalement. Surprise. Ouais, surprise, ouais, surprise, ouais. J'aime bien ton analyse des deux écolos intellectuels. C'est assez drôle pour parler d'une paire de tag team de catch. Oui, effectivement, moi j'ai été convaincu que c'était pour le titre, hein, même de toute façon, même une fois devant mon écran, j'en étais encore convaincu. Et puis oui, effectivement, une fois que ça a été lancé, bon, on a vite compris que c'était pas le cas. Mais si j'ai bien compris, les Usos auront droit à un title shot finalement à Bah, SmackDown. c'est ce qui semble le cas puisque, bah, du coup, comme tu nous le fais deviner, hein, ce coup-ci, c'est le match revanche et la revanche est gagnée par les Usos, effectivement. Bon, c'est un match de pré-show. Ils ont eu, je sais pas, c'est toi en général le maître du temps, Chris. Tu sais combien ça a duré ce petit match de pré-show? Pour le coup, c'était assez court. Alors, c'était Ouais. surprenant le fait qu'il y ait Ouais. un seul match déjà dans le pré-show. C'est vraiment pas habituel pour le coup. Et je sais pas, je pense que ça a duré 12 minutes à peu près. Mm. Clairement, mais c'était pas mal. C'était pas mal. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé, mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était plutôt un bon match. Avec finalement des vainqueurs assez surprenants, parce qu'on avait tous mis, je crois, Rowan et Daniel Bryan. Et puis bah, finalement, c'est les Usos qui ont mis. Mais je crois qu'on a été pas mal trompé par le fait qu'on pensait que c'était un match pour le titre. Donc c'est ça qui nous a poussé à voter pour les champions. Donc bon, voilà. Mais ça lançait plutôt bien l'affaire. Moi j'ai plutôt bien aimé ce tag team match. Bah oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est sûr que enfin, je voyais pas du tout Rowan et Bryan perdre déjà leur titre, et je croyais que c'était cette configuration, mais non, c'était une revanche, et on aura la belle avec sûrement le titre en jeu. Sur le combat, donc c'était assez classique. Enfin, de toute façon, on connaît les Usos, hein, c'est une très très bonne équipe. On a eu à peu près tout ce qu'ils font d'habitude, des séries de super kicks, des projections par-dessus les cordes. Et au final, on peut noter que c'est quand même Daniel Bryan hein, qui prend le tombé de 3. Donc, ouais, un bon match pour commencer, mais première surprise, ça ne sera pas la dernière. Voilà, on pensait voir un match de ceinture, on pensait avoir un autre match dans le pré-show. C'était un petit peu surprenant. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose de plus, Chris, sur le pré-show avant qu'on passe à la suite. Non, écoute, hein, c'était ça. Écoute, j'étais en train de checker justement un peu les timings de match et un peu avant qu'on se chope pour lancer cette review et je t'avais dit à peu près 12 minutes, mais en fait c'était bien ça. C'est 11 minutes le match entre les Usos et Daniel Bryan et Rowan. Alors après, juste pour les nostalgiques du catch des années 2010, mais mine de rien, les Usos et Daniel Bryan et Rowan, ils se seront pas mal rencontrés ces dernières années, notamment dans le cadre de la feud où il y avait la Wyatt Family, où Daniel Bryan avait turné heel, où les Usos avaient été les ennemis de référence à ce moment-là, etc. Et bah, ils ont gardé une bonne alchimie dans le ring. Hein. On a quand même, ils ont délivré la marchandise à mon goût. Quoi. Pour un pré-show, c'était parfait.
Bah voilà, alors on continue direct dans le main show et c'est un choix un peu rigolo, c'est l'entrée de Naomi avec son glow qui va marquer la fin du pré-show et le début du show principal. Donc c'est un petit peu ce qu'on avait prédit, hein, l'ouverture, le vrai opener du show télévisé, ça sera le Money in the Bank le féminin, le ladder match. Donc je rappelle, hein, les participantes. Donc Naomi, comme je viens de l'annoncer, Carmella, Nikki Cross qui remplace Alexa Bliss malheureusement blessée, Mandy Rose, Ember Moon, Dana Brooke, Natalia et celle qui entre en dernière sous une grosse pop, c'est Bayley. Alors, ça fait du monde sur le ring et il se passe beaucoup de choses évidemment dans ce combat. Je vous invite, là on va pas avoir le temps de vous faire une review play-by-play avec toutes les prises, hein. Il s'est passé beaucoup de choses. Malheureusement, Chris, on n'a pas eu un saut de 6 mètres de Dana Brooke. Ah Et ouais. Dana Brooke, elle a quand même fait sa petite perf, elle a réussi à grimper tout en haut de l'échelle et à s'accrocher à la mallette, mais ensuite elle a gigoté les pieds dans le vide, comme ça. Accroché à la mallette. Alors, il y a eu personne pour lui mettre un spear ce coup-ci. C'est pas comme Jeff Hardy dans le temps. Mais c'était un des spots sympas. Il y a eu une séquence un peu bizarre. Carmella a été visiblement blessée par Mandy Rose sur une prise que moi, j'ai pas trop notée. Enfin, de mémoire, il n'y a rien de spectaculaire, non sur cette blessure. Non, mais ça s'est passé dans le ring, en fait, et elle se blesse juste dans le ring, mais ça s'est pas bien passé entre les deux, entre Carmella et entre Mandy à ce moment-là, quoi. Carmella, elle était fâchée, Ouais, et elle a mis 3 coups bien stiff avant de sortir du ring à Mandy pour lui signifier que, ouais, là, tu m'as fait mal, et du coup, bah tiens, je te rends un petit peu la monnaie de ta pièce. Donc, il y a eu un moment un petit peu de flottement, mais je pense qu'elle s'est quand même blessée, pas gravement, mais elle s'est blessée, quoi. Elle s'est clairement blessée sur un petit botch de Mandy Rose. ouais, il faudra revoir ça. En tout cas, c'était un petit peu bizarre. Effectivement, il y a eu un petit peu de flottement. Carmella est partie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Il y a eu il y a eu quelques grosses séquences de Naomi qui a envoyé tout le monde dehors, qui a fait notamment je sais plus comment ça s'appelle là, son ciseau là. Euh, Bref, quand elle est sur la troisième corde et qu'elle fait sa petite pirouette pour retomber Ah sur. oui, Ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, j'ai pas le nom de la prise là qui me vient tout de suite. Non, bref. Mais il y a eu c'est un match de 14 minutes. Ouais. Donc un bon opener, tu vois, moi j'ai trouvé ça solide. Il y a eu un peu de botch, il y a eu quelques approximations. Mais alors moi, pour le coup, j'ai été hyper emballé par le match, malgré voilà, quelques imperfections, mais j'ai été emballé par le look de Naomi. J'ai attendu le saut de 12 mètres de Dana, évidemment, bien évidemment, hein. Donc, du coup, qu'elle s'accroche comme ça à la mallette éperdument. Moi, je tendais les bras. Dana, Dana. Et bon, mais elle s'en est sortie quand même. Nikki Cross Mm. a fait une belle perf. Oui, Ember Moon a placé un stunner de l'espace. mais Euh, son Eclipse, son finisher. Posé son éclipse là, en sautant du haut de l'échelle. C'était énorme. Moi, j'ai adoré ce passage. Un, Ouais. un très beau spot, quoi. Et puis Et, ouais, et ouais, puis la séquence finale, donc. Donc la séquence finale, il y a un moment donné où tout le monde est par terre, hein, quasiment. Donc c'est Sonia Deville qui était là, qui accompagnait son amie Mandy Rose, qui vient chercher sa copine. La Carmella a fait un retour. Alors c'est ça qui est bon, un peu bizarre. Carmella est blessée, elle est la jambe bandée, mais elle fait un retour. Elle est renvoyée un peu dans les cordes par justement Sonia Deville qui vient l'éjecter, qui prend Mandy Rose sur ses épaules. Là, on a une belle séquence là dans la catégorie sacrifice d'amitié. Elle porte Mandy Rose qui est complètement inconsciente jusque sur les échelles. Donc bah voilà, elle lui fait tout le travail un peu, hein. Mandy Rose, elle est à deux doigts de prendre la valise. Mais au final, c'est Bayley qui surgit, qui monte, qui fait tomber les deux et qui décroche la mallette. Donc celle qui remporte ce Money in the Bank féminin, celle qui accroche, qui ajoute son nom pardon, à la courte liste, hein, pour le moment, après Carmella et Alexa Bliss. C'est donc Bayley avec une grosse popularité, un gros soutien de la foule. Bayley qui est rapidement interrogé par Charlie Caruso. Alors moi je trouve ça jamais terrible, post-match direct sur le ring, et Bayley elle nous dit que voilà, elle est Miss Money in the Bank maintenant. Bon, voilà, rien de fou dans son témoignage. Mais ouais, content de ce match, Chris, content du résultat?
En même temps, l'interview de Bailey à la fin, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme les cyclistes à la sortie du Tour de C'est France. ça. Les mecs, ils se tapent une étape de montagne et on leur dit alors, vos premières impressions? Ah bah, moi, je suis cramé, garçon, là, tu vois, là, je suis cramé, quoi. Donc, Bailey, il était cramé, quoi. Et mes impressions, bah, plutôt bonnes. Écoute, on avait plutôt bien pronostiqué sur ce match-là. Voilà, après le premier fail du pré-show. Donc, Ouais. on avait donné Bailey tous les trois, il me semble. Ou Ringside avait donné Mendy? Ah, Non, moi je craignais Mendy. Moi j'avais donné Mendy, mais je sais plus. Vous avez donné Bailey. Ouais, c'était la plus évidente hein, d'après tout le monde. Enfin d'après tout le monde, pas forcément, mais ouais, c'était un. et voilà, avec un final plutôt sympa. J'ai trouvé ça pas mal. Alors, moi, un truc que j'ai bien aimé dans ce match, c'est que les filles, elles montent au taquet l'échelle. Il y a eu Ouais, plusieurs spots où les filles, Nikki Cross l'a fait, Naomi l'a fait. Naomi, elle nous a fait gratifier aussi d'un grand écart baissé là, pour éviter une prise en scène de extraordinaire ça. J'ai oublié. Ouais. super. Moi, vraiment, Naomi, j'ai trouvé Naomi super pendant ce combat, quoi. Et Nikki Cross, elles ont toutes eu des spots, plus ou moins. Peut-être Natalia et Carmella ont été plus effacées, mais Carmella a été beaucoup absente sur les 14 minutes. Ouais. Et Ember Moon a placé 2 ou 3 spots de l'espace, quoi. Donc, Ouais. du coup, la fin, j'ai trouvé ça plutôt pas trop mal. Bon, alors, c'était un peu what the fuck, Devil qui met qui met en position du pompier Mandy Rose. Bon, ok, hein, c'était un peu what the fuck ça. Mais j'ai bien aimé que tu vois, bah, Bailey, elle arrive comme une balle, elle a monté l'échelle à fond la caisse et la pose là-haut qui va bien, voilà, juste le punch pour faire tomber les deux et puis bah je décroche la mallette, je suis ma Miss Money in the Bank, c'est parfait. Bah ouais. Hein, bah, rien, à... rien à redire. Non, moi je trouvais on a bien commencé la soirée et comme tu l'as dit, ouais, il y a eu deux trois spots. Bailey, elle a eu une bonne séquence là où elle a été prise entre deux coups d'échelle aussi. Naomi, ouais. Donc Naomi, pour décrire, si vous ne l'avez pas vu, hein, il y a je sais plus quelle catcheuse, mais elles sont deux à avoir chacune une échelle dans les mains, hein, qu'elles tiennent horizontalement, et elles foncent pour la prendre en sandwich, et elle réussit à faire ben voilà, hein, le grand écart pour les éviter, et ensuite elles remontent, elles leur donnent des kicks, ouais. Non, tout le monde a brillé, moi je suis assez content de la performance de Nikki Cross, et puis une gagnante tout à fait méritante, ça la relance hein, dans sa carrière, on en est pas mécontent, donc on commence bien la soirée, je pense que... Et puis qui a eu une pop mitigée quand elle est rentrée sur le ring et quand elle en est repartie, la salle était avec elle, quoi. Ouais, Donc, oui c'est vrai. mission accomplished. Hmm. Et Mission Accomplished, et la soirée est lancée. Alors on va voir si ça continue aussi bien. On a un petit intermède en coulisses. Triple H est au téléphone. Et comme la plupart du temps, moi il me fatigue ça, d'avoir aucun talent d'acteur. Les mecs au téléphone, que ce soit Stephanie, Shane, ils sont toujours en train de dire à quelqu'un, on ne sait pas qui, ce qui vient de se passer. Donc on entend Triple H dire oh, Bailey, is money in the bank, yeah, unbelievable, ouais, machin. Et c'est Sami Zayn qui est très inquiet, qui a peur que Braun Strowman vienne se venger. Il dit qu'il n'est pas tout seul, hein, que Corbin et McIntyre aussi sont inquiets, puisque Zayn il a pris le spot de Braun Strowman dans le Money in the Bank masculin grâce à Corbin et McIntyre. Donc Triple H il dit Strowman, il est interdit de stade, il n'a pas le droit de venir. Et en gros il dit à Sami Zayn, débrouille-toi si t'es dans la merde. On croise Rey Mysterio aussi qui se prépare. Rey Mysterio qui est accompagné de son fiston, hein, toujours, Dominique, il ne va pas à l'école et il n'est plus rien, Dominique. Il est plus scolarisé. Bon, on est dimanche, mais quand même. Et il se prépare à affronter Samoa Joe. Donc c'est le match suivant pour le titre US. Samoa Joe contre Rey Mysterio. À WrestleMania, le match avait duré un peu plus d'une minute et Samoa Joe avait complètement squatché Rey Mysterio. Et ben là ce soir, c'est l'inverse total, à la surprise générale. On vient à peine de commencer le combat, il s'est pas passé grand chose. Au bout de 2 minutes, Samoa Joe a attrapé Rey Mysterio, il essaye de le projeter au sol, mais Rey Mysterio le contre. Il fait un sunset flip et l'arbitre compte 1, 2, et Samoa Joe a les épaules complètement relevées et on passe quand même le compte de 3. Donc c'est très bizarre, l'arbitre n'a rien vu, très très mal placé. La VAR ne fonctionne pas encore à la WWE. Samoa Joe qui a le nez pété hein, d'ailleurs, qui saigne, il est très vénère. Rey Mysterio à l'extérieur, il a même pas compris qu'il a gagné. Il a les yeux écarquillés, il n'a jamais eu les pupilles aussi dilatées, même quand il prenait de la drogue. Et malheureusement, ça plaît pas trop à Samoa Joe.
qui va tabasser Rey Mysterio sous les yeux de Dominique, qui était venu féliciter son père. Donc on continue sur cet angle du fils, du père, et puis Samoa Joe, il n'arrive pas là, hein. Il n'arrive pas à gagner, il n'arrive pas à être dominateur, et les matchs sont très courts. Bizarre tout ça, bizarre, non? Ouais, du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Le match, il a duré 1 minute 39, mais il y a eu deux accidents, je crois, dans ce match, hein, de toute façon, hein. Il y a eu la Bah, blessure. Là, Samoa Joe, il s'est retrouvé avec pommette ouverte et nez cassé. mm, Et puis nez cassé, bien cassé, quoi. ouais. Et je pense qu'il y a une erreur d'arbitrage totalement incroyable, mais peut-être totalement nécessaire Mm. pour la sécurité des catcheurs, je sais pas. Et parce que clairement, il a absolument pas les épaules relevées. Même j'ai envie de te dire presque quasiment pendant tout le compte, quoi. Il a tout le temps son épaule gauche qui est en l'air. Ouais. Et c'est assez incompréhensible, quoi. Donc du coup, le beatdown derrière je pense que le beatdown derrière était certainement prévu et qu'ils l'ont fait quand même, quoi, parce que bah, quand ils sont, il y a un mec dans l'oreillette qui a dit, ouais les gars, ça fait 1 minute 39 là. Ouais. Un petit peu relever le niveau avant de partir. Et voilà, et on se retrouve avec un Rey Mysterio, parce que c'est passé un peu inaperçu, mais pour le coup, on se retrouve avec un Rey Mysterio champion US, Pour la et première fois. qui devient Grand Slam champion, Ouais. puisqu'il avait tous les titres à la WWE, sauf l'US, il me semble bien. Donc dorénavant, le Ray, il est Grand Slam champion, quoi. Et la feud va continuer avec Joe, avec Ah bah Dominic, oui. etc. Là, on a signalé dans le pré-show l'amour de Samoa Joe pour les feuds familiales, donc je pense que celle-ci va continuer. Oui, moi je suis un peu comme toi, j'ai vu, je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai vu que Samoa Joe il avait bien plus que le nez juste qui saigne, il avait l'air d'avoir vraiment le cartilage pété ou quoi. Alors est-ce que c'est une décision sécuritaire, mais dans ce cas-là, qui l'a prise? Est-ce qu'il y a eu un souci dans l'oreillette? Parce que si c'était vraiment enfin, je sais pas, il me semble que normalement il devrait prévenir les catcheurs. Bon, bah les gars, on raccourcit le match, discretos. Et là, Samoa Joe, il avait pas l'air du tout de vouloir accepter d'être pris dans le tombé. Ouais, c'est une drôle d'histoire. En tout cas, ouais, on poursuit la feud, mais c'est pas plus mal de. Enfin, c'est intéressant d'avoir un nouveau champion, pourquoi pas. Pourquoi pas sur le principe, mais là, c'était un peu bizarre. Ouais, ça s'est terminé un peu en eau de boudin et c'était étrange, quoi. Moi, je te dis, hein, moi personnellement, je vois ça sur le côté blessure de la chose. Et je pense que c'est ça qui a tout bousculé, quoi. Ouais. Ouais. Bon, écoute, on n'en saura pas plus pour le moment. Peut-être un peu plus d'informations à Raw, voir si les deux-là sont aptes à combattre. En tout cas, la soirée se poursuit. On retrouve en coulisses Braun Strowman qui est bien là et qui agresse un petit mec qui passait par là pour lui demander où est Sami Zayn. Et puis il continue à chercher. Pendant ce temps, on est en train de descendre la cage. Car nous avons le fameux match Steel Cage match entre Shane O'Mac, le Best in the World, et le Miz. Le match qui est censé régler la rivalité qui continue depuis un bon moment. Je sais que on n'est pas spécialement des fans d'avoir cette longue rivalité. Dès que la cloche sonne, Shane McMahon, en gros lâche qu'il est, essaye à tout prix de se barrer par l'extérieur en grimpant. Il essaiera une fois, il essaiera deux fois, il fuit vraiment le combat au début, mais il n'y arrive pas. Et puis finalement, il se reconcentre, hein, le Miz le force un petit peu à combattre. Et puis bah, on a un vrai match à l'intérieur. Il se passe plusieurs soucis dans ce match. Enfin, en tout cas, il y a un souci important, c'est que suite à c'est quoi? C'est un tombé, c'est le Miz qui porte un Skull Crushing Finale sur, sur Shane McMahon, et Shane McMahon casse le tombé en mettant le pied sur les cordes, sauf que nous sommes dans une cage, et normalement ça ne casse pas le tombé. Mais l'arbitre s'arrête quand même. Scandale! Scandale, surtout que 2 minutes avant, je crois, c'était le Miz qui était pris dans une prise de soumission, un Boston Crab, je crois, de mémoire, ou un truc du genre. Il avait attrapé les cordes, et puis l'arbitre avait bien fait signe que non, on continue. La prise de soumission, elle peut durer 3 heures si on veut, même dans les cordes. Bref, là encore, il y a un botch arbitral. Il y a, bon, le match poursuit.
à l'extérieur du ring, donc quasiment à l'extérieur. Ils essayent de se glisser dehors et il y a une chaise qui réussit à pénétrer dans le ring. Donc c'est pour ça qu'il y a ces histoires. Je crois que le Skull Crushing Finale de mémoire, il est fait sur la chaise. Non, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, Ouais, voilà. C'est ça. Et finalement, ben, ça grimpe à l'extérieur sur les turnbuckles. Shane essaye toujours de s'enfuir. Le Miz le tape avec la chaise, lui tape la cheville. Il arrive à le rattraper. Shane réussit à s'enfuir et finalement, il glisse de son t-shirt. Et Shane tombe et atterrit, et ben forcément, à l'extérieur. Et Shane McMahon, encore une fois, a réussi à s'échapper, a réussi comme à WrestleMania, finalement à gagner. Hein. Et donc le Best in the World gagne 2-0 contre le Miz. À l'issue d'un match, je vais te laisser la primeur de ton impression. Alors, je vais rejoindre le public de Hartford, Connecticut, et je me joindrai à leur chant sonore bullshit, 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 bullshit qui ont été chantés par le public. Ah ouais, non, franchement, la fin et tout, la victoire de Shane, même il y a eu quelques spots plutôt pas trop mal, mais bon, cette histoire. Alors déjà, tu sors de ce qui s'est passé avec Samoa Joe et là, tu as cette histoire d'arbitrage. Je veux dire, les steel cage match, depuis que ça existe dans le catch, dans les prises de soumission, se cassent pas en prenant la corde. Donc Shane, voilà, a eu droit au fait du prince. Euh... Oh non, écoute, franchement, j'ai pas adhéré. J'adhère pas. Moi, j'ai des coups de poing de Shane, des coups de pied de Shane, tout ça, ça passe pas, ses stompes et tout. Voilà, il a quelques moves spectaculaires, je lui retire pas. Hein. Il fait des sauts de n'importe où, c'est son coast to coast, tout ça, quoi. Mais moi, j'y arrive pas, quoi. Et vraiment, vraiment, j'espérais une autre fin, j'espérais tant une fin là, définitive de cette feud. Et si tu veux, la victoire de Shane ne m'encourage pas du tout à penser que c'est terminé, loin de là, quoi. Donc voilà. Donc on a un Shane McMahon vainqueur à Money in the Bank 2009. Voilà, les amis. Ouais, alors moi je me souviens pas des bullshit, il me semblait que c'était Boring qui avait été chanté, mais Justement, au moment quand il casse la prise, ah oui, il casse dans les cordes, là, le public, il part dans un bullshit énorme à ce moment-là, quoi. ouais, c'est possible. Oui. Et oui, c'est parce qu'ils ont beaucoup essayé de masquer aussi. Évidemment, quand il y a des sons comme ça dans le public, hein, les commentateurs essayent de trouver quoi dire pour camoufler. Alors moi, ouais, autant j'ai trouvé qu'à WrestleMania, il s'était vachement bien démerdé avec cette affiche-là, parce qu'il y avait des gros spots. Autant là, il n'y a rien eu, quoi. Il n'y a rien eu comme spot. Le coast to coast, il n'est pas passé. Non, je réfléchis, il n'y a rien eu, quoi. Shane n'a pas fait de tombée suicidaire. Il n'y a pas eu de. Il y a juste eu ce gag avec le t-shirt où tu te dis un petit peu comme à la fin de WrestleMania quand il réussit à placer un tombé alors qu'il est inconscient. Tu te dis ah putain, ouais, il est vraiment verni quoi. Il a vraiment le cul doré Shane et il s'en sort, mais non, c'était pas, enfin pour moi c'était pas un bon match. Là, c'était pas un bon match. Non, pour moi non plus. Ouais, non, clairement, Mm. rien, Bon, aucun spot notable et une fin, voilà, c'est t-shirt, je tombe, je gagne. Bon, bah voilà, merci, au revoir. ben au revoir. Allez, passons à la suite. Une annonce est faite et elle est surprenante. Alors moi, je sais pas, je ne regarde pas Internet, tout ça, mais Mick Foley sera présent à Raw, donc le champion hardcore, va nous annoncer des nouvelles ceintures de champion à Monday Night Raw. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en sais, Chris? Moi, j'en sais rien du tout là. Je suis comme toi, alors là, j'en sais rien du tout. J'ai découvert ça, voilà, pendant le pay-per-view. Et je n'ai pas plus d'infos que ça. On verra dans mon cas demain matin. Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre? Des titres hardcore? Qu'est-ce qui pourrait revenir là? Je sais pas, est-ce que des titres hardcore, un titre intermédiaire pour les femmes, un titre, je sais pas, je suis assez surpris quand même, quoi. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de ceintures. Donc, écoute, voilà, est-ce qu'il va y avoir un titre européen? Est-ce que le retour du titre européen, par exemple, ou avec le développement de NXT UK, avec tout ça, est-ce qu'ils vont essayer de faire un peu un lien avec le catch européen? Écoute, je sais pas, je sais pas. Mm. Ça serait en tout cas, si c'était dans l'éventualité d'une ceinture européenne, alors tout ça, alors là vraiment,
sais rien, hein, je donne au pif un avis. Mais une ceinture européenne, je verrais ça plutôt d'un bon œil. Je suis pas forcément pour le fait qu'il y ait une ceinture supplémentaire, mais bon, si par exemple un titre européen pour faire une liaison avec les catcheurs européens, pour le coup, si on a un ou deux Français qui pouvaient se glisser dans l'affaire, comme Senza Volto ou comme Tristan Archer, pourquoi pas? Ouais, en tout cas, moi je suis comme toi. C'est surtout que je vois pas du tout quelle place on pourrait donner à une autre ceinture. Mais bon, bah, peut-être en prévision, on sait que SmackDown va probablement passer à 3 heures, mais enfin, c'est dans 4 mois, quoi. On est ouais. Bon, La ça. ceinture hardcore, moi, ça me paraît pas très PG, quoi. Ben non. Donc, j'ai du mal à imaginer le retour de la ceinture hardcore. Mais bon, après, je sais pas, il peut y avoir peut-être une autre appellation avec un système un peu différent, mais une ceinture extrême, une ceinture je sais pas quoi. Mais Mm. bon, écoute, ça reste de l'inconnu, donc je vais découvrir ça à Raw. On verra bien à Raw. En tout cas, pour ce qui est de la soirée, les choses se corsent dans les vestiaires. Sami Zayn est découvert pendu par les pieds dans les coulisses. World Visiblement, Z. World- visiblement complètement détruit. Triple H nous cache même la caméra, hein, pour une fois. Il veut pas que ça soit filmé, tout ça. Et puis après, il va trouver Braun Strowman en lui disant: Braun, mec, là, t'as tabassé Sami Zayn pour lui piquer sa place. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Bon, tu dégages, j'appelle pas la police, t'es un adulte, on est professionnel, tu dégages. Braun Strowman, il joue l'incompréhension, il dit quoi? Non, moi, j'ai rien fait. Mais il obéit. Donc, Sami Zayn est out pour le match du Money in the Bank. Mauvaise nouvelle, puisque je crois qu'on était pas mal à espérer ou à voir sa victoire. Et puis Strowman, un coupable un peu trop parfait là, non? Ah, Braun Strowman, il ne joue pas l'incompréhension, il est dans l'incompréhension. Et ouais. On le sent complètement perdu, le pauvre homme. On sent une fêlure dans sa psyché. Mais du coup, bah écoute, moi je t'avoue que j'ai marché dans le truc parce que je j'ai pas du tout percuté comment ça se fait que Zayn. Et pour moi, la seule explication à ce moment-là précis du pay-per-view, c'était qu'effectivement Braun Strowman lui avait fait la peau. Donc je me suis dit bon bah j'ai tout de suite pensé à Ringside en fait. J'ai dit, ah, mais Ringside qui avait donné Zayn vainqueur du Money in the Bank match, aïe, aïe, ça part Mm. mal, aïe. Et du coup, et puis Zayn en plus, il est annoncé direct qu'il va partir à l'hôpital, donc vraiment, on est vraiment sûr qu'il sera pas dans le match, quoi. Ouais. Et sur le coup, moi, je m'attends, en fait, si tu veux, même si je savais pas trop en fait qui avait fait ça, mais par contre, je me suis dit, mais qui va prendre la place de Zayn? Ça va être Strowman ou mais bah non, il le bannit, donc du coup, bah ça va être qui? Je me suis demandé, est-ce qu'on allait avoir un match à 7 ou un match à 8? Mais voilà, j'ai pas plus réfléchi que ça, tu vois, quoi. Ouais, moi c'est l'inverse. Quand j'ai vu Strowman et en général quand on voit pas l'agresseur, c'est que tu sais il y a un truc et je sens que je chantais qu'il y avait un coup là, c'était pas forcément Strowman, mais c'était trop un bon coupable. Bon, enfin en tout cas le résultat est le même. On n'a pas Strowman, on n'a pas Sami Zayn pour le Money in the Bank. On en est encore loin dans la carte, hein. Entre-temps, on va avoir le match Cruiserweight entre Tony Nese, le champion, contre Arya Daivari, le challenger. Un match qui, pendant un bon moment, moi je me suis demandé vraiment qu'est-ce qui le rendait tout au five, parce que ça a été du catch assez classique. Il y a eu des soumissions au sol, il y a eu des coups de poing, des coups de pied, des clotheslines. Daivari a longtemps dominé. Il a fait une grosse clothesline qui, je pense, est sa prise de finition, même si je le connais pas plus que ça, puisque ça a été un gros near fall. Tony Nese a réussi à se relever, mais et lui-même a réussi à placer sa prise de finition, pardon, donc un running knees qui lui permet de garder son titre. Donc le match cruiserweight comme ça en milieu de show, on le pensait dans le pré-show. Convaincu par cette performance des violets, des hommes en violet. Bah, surprenant de la place dans la carte. Et puis après, tu sais, le match a duré 9 minutes. Au final, ça a Mm. été assez expédié. Ils nous ont pas montré grand-chose. Je t'avoue qu'il y a eu des affiches pour le Cruiserweight Championship qui étaient un peu plus excitantes, quoi. Du temps Ouais. où on avait Ali, Alexander, tu vois, Buddy Murphy. Du temps où Neville aussi a été champion cruiserweight, voilà, il y a eu des périodes dans le cruiserweight championship plus sympa, quoi. Là, c'est vrai que bon, Tony Nese, Daivari, ça manquait un peu de star power, quoi, tu vois. Face à Tony Nese, je pense qu'il aurait peut-être fallu quelque chose de plus velu. Daivari, il me semble un peu green, quoi. Mais après, je le connais pas, donc je peux pas, je vais pas trop en jeter sur ce jeune homme parce que je sais pas du coup. Mais ça, Ouais. voilà.
C'était un match de pré-show pour moi, hein. Là, vraiment, pour le coup, on était vraiment dans un match de pré-show. Je sais pas pour quelle raison il a été placé à cet endroit-là dans la carte, mais écoute, voilà, 9 minutes, c'était pas la mer à boire, hein, sur 4 heures de show, ça passait, quoi. Tony Nese conserve, on avait tous dit que Tony Nese allait conserver, et Oui. le garçon a été solide sur les appuis. Moi, j'ai un peu été étonné ouais, par. Je connais pas du tout les physionomies de 205 et l'ambiance, mais ouais, je me suis dit, bon, bah là, là c'était un match très classique, quoi. On sentait pas du tout une patte cruiserweight. Maria Daivari, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi il a autant dominé, alors que bon, c'est vrai qu'il a un physique pas du tout impressionnant et que j'ai pas trouvé ses prises par rapport à Tony Nese, qui est quand même bien baraqué, il faut dire ce qu'il est. Bon, donc en tout cas, voilà, son règne continue et on verra bien pour la suite. Nous, on s'attaque à notre grosse séquence féminine. Becky Two Belts, la double championne du monde, est enfin là, sous une pop évidemment monumentale. Elle va défendre ses titres et elle commence de suite par affronter Lacey Evans, la sassy Sgt. Bell. Et elle commence fort, Becky, hein. Elle est motivée, elle attaque dur, elle domine pendant les premières minutes, elle étouffe complètement Lacey Evans. Malheureusement, Lacey, elle lui trouve un point faible, elle s'attaque à sa jambe gauche de mémoire de Becky Lynch. Elle arrive à la faire tomber au sol. Elle lui fera le bras aussi, elle lui travaille le bras, ouais. Attends, je me trompe. Oui, c'est le bras qu'elle. Le bras. Le bras, oui. Pourquoi je disais la jambe. Oui, elle lui attaque le bras, oui. Elle lui attaque le bras, elle l'a fait tomber, c'est ça. Elle l'a fait tomber sur son propre bras. Ensuite, elle va lui tordre à l'extérieur en utilisant les cordes, le turnbuckle. Elle a une longue séquence de domination, quand même, Lacey Evans. Et elle domine quasiment jusqu'à la fin, puisqu'elle essaye. Elle essaye de placer un roll-up à Becky Lynch, mais celle-ci réussit à contrer en disarmer. Et là, par contre, il n'y a aucune résistance de la part de Lacey Evans. Elle tape, je crois qu'elle a tapé même avant que Becky Lynch lui torde le bras, limite. Donc, premier acte réussi. Une Becky dominée, une Becky pas blessée quand même, comme tu le craignais, mais un petit peu fatiguée, évidemment. mais une Becky qui reste championne de Raw. On va déjà commenter ce match-là. Amoindri. Alors un match de 9 minutes, mais avec encore un arbitrage quand même qui laisse totalement à désirer, messieurs les officiels. Il y a un tombé porté par Lacey Evans juste avant le disarmer. Tu as raison d'ailleurs, elle tape à une vitesse, le disarmer, ça a été le disarmer le plus rapide de la Terre. Mais d'ailleurs, Corey Graves aussi le signale que Lacey Evans elle porte un tombé et on peut compter, je crois qu'on voit un seul ralenti et on voit un ralenti, on peut compter jusqu'à 4, quoi. Et franchement, j'ai été vraiment surpris. Je me suis dit, mais c'est-à-dire que l'arbitre ne fait même pas de compte. Il ne fait même pas de compte. C'est-à-dire, il n'y a même pas un, deux, il y a rien. Il ne se passe rien. Et du coup, Becky se retourne et place son disarmer. Donc voilà, une fin étrange. Lacey Evans, ça fait un match pas mauvais. Après, moi, je l'attendais très très fort entre les cordes là pour voir ce qu'elle allait donner. Au final, elles ont eu 9 minutes, donc ce qui a été assez rapide quand même. Et du coup, Becky conserve et je crois qu'on avait tous dit Becky conserve face à Lacey Evans. Donc, pour le coup, pas une grande surprise au niveau du résultat. Et moi, un petit peu déçu quand même d'un match un petit peu court à mon goût, quoi. Et avec une fin encore étrange au niveau de l'arbitrage. Non, mais l'arbitrage vidéo, non, mais là, il nous faut l'arbitrage vidéo, les amis de catch-up, là, c'est pas possible. Voilà, et oui, grosse soirée. J'ai même pas. Il y en a eu tellement ce soir-là, tu vois, ce segment-là, j'avais même pas capté. Mais moi, écoute, je trouvais qu'elle, ouais, elle a sorti un. Lacey Evans s'est bien démerdée. C'était pas un match désagréable à suivre. Alors, contrairement à toi, au vu du programme de la soirée pour Becky Lynch, je m'attendais pas à ce que ça fasse plus de 10 minutes. Donc, ça me semblait assez logique. Mais je trouve qu'elle a, Lacey Evans, bien sûr, réussi son premier gros baptême du feu. Enfin, son deuxième, si le premier c'était le Royal Rumble qu'elle avait raté. Elle s'en est bien sortie, elle s'en est bien tirée. Après, on sait que la soirée était longue. Becky commence bien. Ouais. Becky commence bien. Malheureusement, elle a à peine le temps de pavoiser que Charlotte arrive, toute contente, comme si elle avait réussi à jouer la blague de l'année d'arriver dans la foulée, alors que bon, c'était un petit peu prévisible quand même. Ça aurait été logique de sa part de faire ça, ça aurait été pas logique de faire l'inverse. Becky Lynch, elle n'a pas le choix, hein. C'est parti, elle doit affronter Charlotte, les 2 matchs d'affilée. Charlotte contre Becky Lynch, alors là les deux se connaissent par cœur, elles font un match
semblable à ce qu'elles nous ont fait, mais elles nous sortent une belle artillerie. Il y a à peu près tous les coups possibles, des coups de pied dans la face. Ça travaille le bras de Becky qui était blessé. Charlotte à l'extérieur du ring. Enfin, on va reprendre. Charlotte, on est sur l'arête de l'extérieur. On est à l'extérieur on est sur le ring, mais derrière les cordes, à l'extérieur des cordes. Charlotte veut placer son natural selection, mais Becky Lynch s'accroche aux cordes, un réflexe qui fait que Charlotte tombe douloureusement sur le sol, hein, ça fait mal. Becky Lynch, elle re-rampe à l'intérieur du ring. Charlotte, elle est dehors, donc l'arbitre est en train de faire un décompte extérieur. Et là, on n'en avait pas fini avec Lacey Evans. Elle surgit du néant et elle vient donner la grosse patate chaude, là, son woman rights dans la figure de Becky Lynch. L'arbitre n'a encore une fois rien vu. Quelle soirée de merde pour les arbitres. Et ça permet à Charlotte d'ensuite enchaîner une big boot. Et 1, 2, 3. Et Charlotte est la nouvelle championne de SmackDown. Et oui, Becky Lynch a raté l'exploit, hein, le Two Belts. On a fini de Becky Two Belts. Elle a fait ce qu'elle a pu, mais l'adversité était trop forte. Les deux blondes étaient contre elle. Charlotte, 9-time. oui. 9-time Woman Champion. Alors déjà, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Même si tout ça n'est pas encore fini, nous allons le voir. Le neuvième titre quand même de Charlotte, quoi. C'est quand même énorme. Hein. C'est la record woman de toute façon. Oui. Bon là, elle est partie pour faire comme son père, je crois. Hein, Mais là, elle va laisser sa legacy. Mm. Ouais, non, mais clair. Alors un match court encore. Hein. On aura eu de mal parce que c'est 7 minutes, hein, le Charlotte versus Becky. Hein. Par contre, ça a été 7 minutes d'une intensité et alors avec une foule qui était au taquet, taquet, de chez taquet, de chez taquet. Il y a eu un moment, un échange là de forearm où ça enchaînait entre les chops, les atémis, les forearms et tout. Le public passait de la méchante à la gentille. Enfin, c'était incroyable. Franchement, j'ai adoré l'ambiance de ce match. J'ai adoré en fait l'ensemble de tout le segment qui est parti du début du Becky Lynch, Lacey Evans. Finalement, c'est toute la progression qui est bien parce que si tu veux, même si je peux avoir une ou deux critiques sur le premier Becky Evans, c'est tout le segment dans son ensemble et du coup, le public, c'est la folie pendant le Becky versus Charlotte. Quoi. Donc du coup, victoire de Charlotte. Encore une fois, Lacey Evans, elle met une grosse droite, hein, la droite qu'elle met entre les cordes à Becky, quoi. Elle touche bien. Pour le coup, Charlotte, elle met un big boot pas super génial. Je sais pas si tu l'as revu, quoi, mais il était pas. Oui, il y a 5 cm, je pense. Le big boot, il est vraiment large, très large, quoi. Et voilà, et elle gagne la fille Flair célèbre. Voilà, formidable. Et ouais, mais c'est pas fini. Et non, c'est pas fini. Becky Lynch, elle veut se venger parce que là, Becky Lynch, elle s'est fait avoir quand même. Hein. Elle aurait pu peut-être réussir ce défi, ce challenge d'avoir 2 matchs de championnat si elle avait été dans une situation fair and square. Mais là, elle s'est fait avoir par Lacey Evans. Donc elle est vénère, elle essaye de se venger, sauf qu'elles sont 2 contre 1. Donc Charlotte et Lacey Evans se mettent à passer à tabac Becky Lynch. La foule a compris, on scande déjà We want Bayley, et tout d'un coup, Bayley arrive, la gagnante du Money in the Bank féminine n'a pas fini sa soirée, elle débarque à toute vitesse, elle place son Bayley to Bayley sur Lacey Evans, elle est contrée par Charlotte. Charlotte essaye de lui placer un spear, elle lui fonce dessus à toute vitesse, mais Bayley, elle fait un peu la matador, la toréador, elle évite, et Charlotte, boum, la tête contre le coin du ring. Et du coup, la Bayley, elle met un petit peu de temps à réaliser, quand même pas très vite. La connexion se fait pas très vite, pourtant toute la foule a compris. Yes. Vas-y, ma grande, encaisse, c'est ton moment. Et Bayley, elle le fait. Allez, c'est parti. Bayley is cashing her Money in the Bank contract. Et l'arbitre fait débuter le match alors que Charlotte est inconsciente, ça aussi. Je pense qu'au niveau de la règle, on est moyen au niveau de commencer un match alors qu'un des 2 participants est inconscient. Je suis pas sûr que ça soit de mémoire, c'est pas très légal, mais bon. Bayley, elle place Charlotte qui est toujours inanimée, elle la couche bien en long, elle lui fait un splash et puis 1, 2, 3. Un fly non, pas son splash, oui, son elbow, comment il s'appelle déjà? Oui, fly.
Le Flying Elbow de Randy Savage. Ouais, voilà, un petit hommage. Et puis, ben voilà, Bailey, pardon, oh là là, on s'y perd ce soir. Bailey est championne et la foule qui était à fond derrière Becky Lynch passe à nouveau à fond devant la nouvelle petite star. Bailey est championne de SmackDown, le 9e règne de Charlotte Flair. De mémoire, je pense que ça sera le plus court de tous. Ça aura duré 5 minutes, quoi. Et puis voilà, donc au final de cette soirée, ceux qui ont écouté le pré-show ont pu comprendre que j'avais tout deviné, puisque j'avais dit qu'il y aurait possibilité d'avoir les trois des quatre horsewomen, puisque Sasha Banks c'est un peu hors circuit, les trois championnes dans la même soirée, Becky Lynch, Charlotte, Bailey, et puis là c'est Becky Lynch et Bailey, les deux championnes féminines, hein, donc qu'est-ce qu'on dit? On s'en sort pas si mal de cette soirée, ce gros segment féminin, tout ça. Ouais. On dit bravo Raphaël, quoi. Tu l'avais lu dans les entrées du Mar de Café, et ça, c'est formidable. Ouais. Écoute, soyons précis sur les chiffres, mes amis. Le match Charlotte Flair versus Bayley aura duré 17 secondes. Le temps que Bayley ramène le cadavre de Charlotte au milieu, qu'elle lui porte la descente de coude en mémoire à Macho Man. Rest in peace, mon ami. Et voilà, nous championne sous une pop énorme. Le public, alors là, on n'était pas à Montréal. À Montréal, elle s'était fait. Elle avait pris une avalanche de tempêtes de sauts de merde. Mais là, à Hartford, Connecticut, eh bien, il y a des huggers de partout et il y en avait de partout dans la salle et la salle était en fusion. Et je pense que Bayley est reparti dans le locker room satisfaite de son effet auprès du public du WWE Universe. Franchement, j'en ai même surpris, quoi, tu vois, à quel point le public était derrière elle. Alors, par contre, tu m'as fait rigoler là, c'est quand tu as parlé d'histoire de la connexion. Oui, je confirme aussi, oui, effectivement, que elle a eu un espèce de petit problème de connexion neuronale au moment où il a encaissé. Il a fallu donner la mallette à l'officiel. C'est vrai que ce moment-là était un peu drôle. T'étais là, bah alors, Billy, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un blocage? Et donc c'était un petit peu drôle. Voilà, c'était pas pour pas me moquer de Bailey, hein. Je me permettrais pas quand même. Mais bon, c'était quand même assez drôle. Voilà, mais c'était un bon segment, franchement. Tout ce triptyque là, eh ben j'ai trouvé ça vraiment bon. Je me suis pas ennuyé une seconde, tu vois. Il y a pas eu un moment où voilà. Et vraiment j'ai trouvé je le répète, mais j'ai trouvé la foule géniale, quoi. Ouais, c'était je l'avais pas prédit, mais j'avais dit que ça pouvait être une hypothèse. Disons que c'était une écriture pas facile. Je ne veux pas dire que la WWE a joué la facilité là, mais c'était une écriture un peu logique et c'est vrai que ça a été très très bien pensé, j'ai trouvé. C'est-à-dire que Becky, non, voilà, hein, comme Seth Rollins en son temps, quand il avait eu 2 matchs de championnat dans la même soirée, bah non, c'est un challenge trop gros, hein. Seth Rollins, il n'avait pas réussi, et Becky Lynch, elle réussit pas non plus, là, elle en perd un des deux. Surtout contre Charlotte, surtout avec Lacey Evans. Donc voilà, Becky va un peu marquer le pas, mais elle reste championne d'Euro quand même. Championne d'Euro, Elle reste championne d'Euro et puis finalement ils ont décidé de pas. C'est ça que je trouve très bien en fait. Ils ont décidé de pas tout foutre sur le même cheval, comme on dit, pas mettre tous les œufs dans le même panier. Choisissez votre métaphore. C'est pas Becky qui a encore fait la top star de la soirée comme à WrestleMania. C'est Bayley qui a volé un petit peu la vedette, qui prend un gros capital sympathie. Les méchantes restent très méchantes, hein. Charlotte Flair, elle est pas trop, moi je la trouve pas trop diminuée par ce qui se passe. Elle s'est fait un peu avoir là, elle s'est fait prendre à son propre jeu et c'est toujours hyper jouissif, hein, de voir un méchant là qui s'est voulu manipulateur, dominateur, qui se fait avoir là sur un cash-in. Pour moi c'est un beau moment. Je pense que ça va rester un bon moment de la division féminine en général et de cette année. Notons pour la petite anecdote que c'est la 2e année d'affilée, hein, que la porteuse de mallette cache le même soir, puisque l'an dernier, Alexa Bliss, elle avait de suite encaissé, souvenez-vous, en perturbant le match Nia Jax contre Ronda Rousey. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu ça. Voilà, donc. Notons aussi que chez les femmes, 100% des femmes qui ont gagné la mallette ont encaissé victorieusement leur mallette. Exact, pour le moment, pas d'échec. Pas d'échec. Donc, bravo Bailey, hein. Moi, je suis
Et les femmes sont malines, voilà, c'est comme Mm. ça. Elles savent bien gérer un contrat et elles savent bien l'encaisser où il le faut. Bailey, je trouve que tout est plutôt bien réfléchi que ça soit dans le booking comme dans la réalisation, tu vois, tout est plutôt bien fait. Et finalement, toute cette connexion avec le public, elle est plutôt méritée sur tout ce segment. Ouais, moi ça confirme ma théorie que dans le catch, entre guillemets, c'est pas les grands champions ne meurent jamais, mais c'est qu'il y a des personnages comme ça qui peuvent être un peu mis de côté, abandonnés par les bookers pendant des mois et des mois, et puis bah si on est talentueux, qu'on a un bon personnage, Bailey là, elle est relancée complètement, enfin elle est légitime, hein, championne, elle est pas désagréable. J'espère qu'elle va nous faire de beaux matchs. C'est dommage pour Sasha Banks qui a un peu, a priori, pas mal de soucis. On en a mentionné, hein, quand même. Moi, ça m'a étonné. Bailey, dans son interview, quand elle a gagné le Money in the Bank, elle a cité Sasha Banks. Elle a dit qu'elle a beaucoup aimé tout ce qu'elle a fait avec Sasha Banks. Donc, son ombre flotte un peu derrière. On espère qu'on la reverra. Mais là, bah voilà, un bon moment de catch féminin. Plus de Ronda Rousey pour tout phagocyter. Ça nous fait respirer, ça aussi, non, Chris? Je crois que t'es pas forcément un grand fan de tout ce que faisait Ronda, non? Ah, moi, Ronda, je trouvais. Si, ouais, t'aimais bien. Ah ouais, ouais, je mets bien. Je trouvais pas mal de qualité déjà in-ring et qu'au micro, elle s'est améliorée au fur et à mesure des mois. Je trouve que c'est dommage, hein, moi, que Ronda soit pas un peu dans la compétition en ce moment, quoi. Bon, voilà, elle a pris un peu de distance. Peut-être que ça sera pour mieux revenir, qui sait, hein, mais moi, je trouvais ça vachement intéressant, hein, d'avoir une Ronda Rousey dans l'équation de la division féminine, hein. Donc, si tu veux. Mais je te rejoins sur le fait que je trouve intéressant aussi le fait que l'équipe perde un titre et qu'elle soit pas la seule au sommet de la chaîne alimentaire. C'est Mm. intéressant d'avoir une autre championne, de voir comment ils vont gérer le personnage de Bailey. Donc, moi, je suis plutôt confiant. Après, on verra Ronda Rousey, si tu veux, elle a elle pour le coup, elle amène un tel star power que si tu veux, quand tu penses que même en France, même chez nous, à 20 minutes, tu vas trouver des articles dans le RER où tu vas voir Ronda Rousey. On parle de Ronda Rousey. Là, je vois si c'était ce mois-ci là. Bon, bah, écoute, on va passer à la suite. Et puis, on a fini avec les femmes. Il y a Roman Reigns qui s'apprête à aller vers le ring. Il doit affronter Elias ce soir. Sauf qu'Elias, bah, il est juste derrière lui et il lui pète sa guitare dans le dos avant d'aller lui-même gagner le ring. Donc, Elias arrive. Il prend une guitare électrique et il nous explique, ah bah mince, sa guitare est cassée. C'était assez drôle. Et il nous explique qu'il y aura pas Roman Reigns ce soir, que ben, lui, il était là pour assurer le show, qu'il était la plus grosse acquisition de SmackDown, que Vince McMahon lui envoie des SMS en lui disant que grâce à lui, il dort tranquillement la nuit. Bref, hein, il nous fait, comme d'hab, un peu de hit. Évidemment, il insulte la ville. Il chante une chanson, comme d'hab, hein, en nous disant que voilà, Elias est formidable et que en gros, la ville où on est, Hartford, c'est une ville de merde. Il s'en va, mais au moment où il s'en va, la musique de Roman Reigns tadam, 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 débarque et Roman Reigns est là, debout. Il envoie un Superman Punch dans les gencives de Elias. Il l'envoie sur le ring. Donc le combat qui était prévu commence. Roman Reigns porte un spear. 1, 2, 3. Et il peut déjà retourner à la douche. Donc, ce match a bien eu lieu. On s'était demandé, ça m'a fait rire parce que je me souvenais de notre discussion dans le pré-show. On disait Elias, on n'a pas trop envie de le voir catcher, pas trop en solo. Du coup, on l'aura pas vu catcher, hein. 9 secondes pour le match, le plus court de la soirée. Et pourtant, on avait eu le cash-in de Bailey. Bon, qu'est-ce qu'on en pense, Chris? Alors, pourquoi ce quatch? Est-ce que Roman Reigns n'est pas en condition? Est-ce que Elias s'est blessé? Est-ce qu'il a fallu gagner du temps? Est-ce que c'était prévu? Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu en penses? Je l'avais dit au pré-show, ça serait un match de mid-card de pay-per-view. C'est exactement ce qui s'est passé et on peut dire que ça n'a même pas été un match. Ah Donc, oui. voilà, en fait, ça a été surtout pour placer le segment de Elias à la guitare et pour jouer à la public pour choper de la hit. Et puis derrière, Superman Punch sur la rampe, Spear dans le ring, 1, 2, 3, tombé, terminé, passons à autre chose, quoi, tu vois. Je pense qu'il y aura pas de développement plus que ça dans cette feud et on se demande même limite en fait ce que ça foutait là quand même, quoi. Ils auraient, Ben oui, c'est. ils auraient pu très bien s'en passer, quoi. Donc écoute, c'était vraiment.
Ouais, et puis bon, Roman Reigns, il se fait écraser une guitare dans le dos et il revient dans le ring 5 minutes après la chanson d'Elias comme une fleur, formidable. Et il arrive, il est nickel chrome quoi. Donc bon, écoute, je sais pas, j'ai trouvé ça inintéressant, j'ai trouvé ça en fait surtout inutile, voilà. Donc bon. Et décevant, hein, puisqu'on s'attendait presque à des croisements de rivalité là, avec le Miz et Shane et tout, finalement rien du tout. C'est vrai qu'on a cru hier, on croyait à un peu d'overbooking et tu vois, bah alors là, on peut vraiment dire que là, on n'aura rien eu de tout ça. On a eu de l'underbooking, là, on peut dire. Voilà. Mais on a eu la victoire de Reigns. On avait tous vu la victoire de Reigns. Ouais, évidemment. Voilà. Ouais. Bah écoute, passons, hein, puisqu'on n'a pas plus de choses à dire sur ce match, qui effectivement n'en était pas un, et on va aller vers un très long match, un beau match, un gros match. AJ Styles essaye de prendre le titre de Seth Rollins, l'ancien partenaire de Roman Reigns, hein, qui lui va faire un peu plus que 9 secondes, puisqu'on aura un très long match. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce combat. Moi, je crois que c'est un de mes matchs préférés de la soirée. Donc là non plus, je vais pas détailler, mais les deux s'en sont donnés à cœur joie. Ils se connaissent sûrement très bien, même si ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas dû s'affronter. On a eu beaucoup de contres. Voilà, le Pele Kick a été évité. Seth Rollins, il a tenté. Alors ça, j'ai adoré. Pour moi, la prise de la soirée. Seth Rollins qui tente un curb stomp et AJ Styles qui l'attrape au vol et qui lui place le Styles Clash. Monstrueux, mais Seth Rollins réussit à contrer, à se relever, pardon, du tombé, hein, 1-2 et il saute. Et au final, il y aura une deuxième tentative de super kick puis curb stomp. Et là, ça passe. Donc, Seth Rollins conserve son titre à l'issue d'un combat qui était, de mon point de vue en tout cas, je vais te laisser la parole Chris, qui était vraiment de très très grande qualité. Et l'affrontement ne sera même pas gâché, perturbé par quoi que ce soit, puisque AJ Styles va proposer sa main, hein, pour serrer sa main à Rollins, et le champion accepte. Donc pas encore de heel turn, ça viendra peut-être, mais là on finit. C'était sportif, c'était l'esprit sportif, c'était la compétition. Est-ce que Ouais. tu as apprécié autant que moi ce match, ce Dream Match? Ah ouais, c'était un super match, quoi. Et Mm. 20 minutes, hein. Là, on a eu 20 minutes, un titre de champion du monde, enfin champion universel. Et franchement, c'était énorme. Moi, j'ai adoré aussi ce match, hein. Alors là, franchement, 4 étoiles et demie, quoi. Ouais, ben voilà, c'est ce qu'on demandait, hein. Je me Un souviens des qu'il demandait meilleurs ça. matchs que j'ai vu à la WWE ces dernières années, quoi. Là, franchement, et AJ Styles, quand même, sur ces dernières années, depuis 2016, il revient souvent dans certains grands matchs. Et Bête dans tous, je crois, oui. entre autres, un Cena, John Cena et AJ Styles, un Royal Rumble, je crois. Ouais, meilleur match de l'année, je crois. Dantesque, quoi. Et là, on a eu un Seth Rollins et AJ Styles dantesque. C'était vraiment, c'était génial. Alors pour certains, peut-être ça pourrait paraître un peu long, 20 minutes comme ça, si quelqu'un qui regarde le catch occasionnellement. Ça Mais a été pour, un petit peu long à démarrer, peut-être, mais ça a vite. mais pour les vrais suiveurs, là, on sait reconnaître vraiment la qualité dans le ring, incroyable. Voilà, il y a eu des moves, comme tu as dit, incroyables, quoi, de toute façon. Et franchement, c'était vraiment un super beau combat. Ouais, vraiment, vraiment, hein. Ça faisait longtemps quand ça s'est terminé, je me suis pas dit, tu vois, quel que soit le vainqueur, de toute façon. Voilà, au final, c'est Seth Rollins qui retains. On avait pronostiqué Seth Rollins, hein, je crois, hein, tous les trois aussi. Ouais, même si c'était difficile, parce que Jay Styles, il perd très rarement clean, mais là, là, il a trouvé plus fort que lui, plus jeune, hein. Ouais, puis parce qu'on envisageait aussi la possibilité d'un cash-in. Le pré-show permettait de réfléchir à tout un tas de scénarios. Ouais. Et au final, on a eu un match clean qui se déroule donc avant le MITB match. Donc on sait qu'il n'y aura pas de cash-in. Du coup, ils ont délivré la marchandise, les mecs, quoi. Respect à AJ et à Seth, quoi. Moi, j'ai trouvé. Moi, ça, c'est un truc qui m'a. Je sais pas, j'ai adoré le combat. Comme je l'ai dit là, ce contre du Kermstomb en Styles Clash, c'était monstrueux. Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait ça derrière cette histoire, que Rollins a gagné parce que des deux, il était le plus jeune en fait. J'ai eu l'impression que Styles interprétait plus quelqu'un qui au bout d'un moment commençait à fatiguer. C'est peut-être une ficelle qui pourrait être développée pour son personnage. C'est le mec qui a été le meilleur au monde et qui l'est sûrement encore, mais qui a plus l'endurance, et peut-être que
Ça Il, pourrait être il non, ouais. décline, AJ il décline un petit peu dû au fait de son âge, mais ça Mm. reste une telle valeur sûre dans le ring. Ah bah oui. Il est tellement incroyable. On signera quand même la poignée de main à la fin, quoi, même. Je veux dire, bon, les deux mecs qui se respectent à mort, et là, on a eu du grand catch là. Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas du tout lu ce qui a été écrit depuis ce matin sur le pay-per-view, mais en tout cas, pour moi, ce match, c'est à montrer dans les écoles de catch. C'était un bonheur. Hein. C'était franchement, techniquement, humainement, tout était là pour moi. Ouais, on a tenu les promesses. Franchement, on espérait beaucoup de ce match-là, il faut pas se le cacher. On avait peur d'être un peu déçu. On l'a pas été. Moi, je suis très content qu'il y ait eu une vraie poignée de main. Je me suis dit là, s'il y a genre heel turn, que AJ Styles le tape ou autre, ça gâchera un peu le moment. Il y aura peut-être heel turn dès ce soir à Raw, mais c'est bien de scinder les deux. Est-ce que la feud se poursuivra? Je ne sais pas. C'est une belle affiche. Ça va être chaud de faire encore plus fort, mais en tout cas, là, sur l'instant présent, on a eu ce qu'on attendait, quoi. Ouais. Voilà, bah écoute, on va passer à la suite. Bon, il s'est passé quelque chose de beaucoup moins intéressant. On va y passer très vite, hein. La Lucha House Party est venue sur le ring pour nous dire qu'ils étaient très contents d'être à Money in the Bank parce que c'est juste once a year comme Noël. Alors je veux pas trop ce que ça leur fout à eux puisque de toute façon ils sont dans aucun match du Money in the Bank. Et puis ils ont l'air très 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 surpris de voir arriver Lars Sullivan alors que ça se sentait venir pour moi à des kilomètres. Et Lars Sullivan les tabasse tous les trois puisque tous les trois ont la très bonne idée d'attaquer comme d'habitude chacun l'un après l'autre et pas les trois à la fois. Donc voilà, hein, Kalisto est le dernier, il prend la powerbomb. Je sais pas si ça t'intéresse beaucoup. Je sais que Lars Sullivan, on continue à être tous très circonspects. Et ils annoncent un six-man tag team match. Déjà, on se demande ce que ça vient faire là, tu vois, quoi. Déjà, Ouais. quand tu vois arriver la Lucha House Party, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mm. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un bug dans la matrice. Voilà, donc du coup, c'était là pour servir le monstre qui est venu qui a trouvé le moyen de s'ouvrir le crâne. Oui, en plus. C'est-à-dire que eux l'ont pas attaqué, c'est lui qui les a attaqués, mais c'est lui qui s'est ouvert le crâne. C'est quand même à noter. Euh, donc, Ouais, il s'est piqué sur le costume de l'un des trois, là, je sais plus lequel. oui, Mais... oui, je pense, ouais, je sais plus lequel, mais enfin bref, de toute façon, il a trouvé moyen de s'ouvrir le crâne. Et après, il s'en est servi pour se le tatouer sur la poitrine. Ah, mais il a même pas réussi. Et il a même pas réussi à en mettre correctement, ouais. Il a même pas réussi. Il va voir qu'il prenne des cours avec Terry Funk, merde. C'est vrai que c'était pas terrible ça. Il est pas au point, il est pas au point sur le hardcore. Hein. Terry Funk, reviens, viens donner des cours à Lars Sullivan, s'il te plaît. Mm. Du coup, non, non, écoute, ils ont encore un truc, what the fuck, dans ce pay-per-view. Qu'est-ce que c'est là, en fait? Bon, on n'en sait rien. On n'aura pas eu d'explication et puis on passe à autre chose et c'est tant mieux. Ouais, donc moi je vais j'ai juste laissé un mot pour moi, c'est la Lucha House Party. Je ne comprends pas du tout en fait. Ces mecs-là sont vraiment bah, ça dépend, puisque des fois ils servent à battre et à humilier les revivals, mais pour moi ils m'insupportent. Hein. Enfin, Ouais. je peux vraiment pas, et je trouve que bah là pour le coup c'est complètement l'inverse, parce que c'est jouissif. J'avais vraiment envie qu'ils prennent cher dans leur gueule, et c'est ce qui s'est passé. Mais ouais, C'est bon, ils sont. la Lucha House Party, c'est de la low card, c'est des jobbers. Il faut être indulgent. Ils sont là, ils servent de chair à canon, ils se font défoncer par à peu près 90% des mecs qu'ils affrontent. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est pas simple d'être un low carder à la WWE non plus. Il faut penser au petit personnel un petit peu, quoi. T'as raison, mais tu vois, je sais pas, à choisir, j'ai plus de sympathie pour The Ascension, par exemple, si je sais même pas s'ils sont encore là, mais pour ce genre de... Ou pour Slater, bah tu vois, j'aurais trouvé mieux si c'était Heath Slater, parce qu'il y a un capital sympathie sur lui, alors que là, la Lucha House Party, je sais pas si le public mainstream les aime bien et du coup est triste pour eux, mais alors là, moi, ça m'a pas marqué. Mais bon, je sais pas, on n'a rien contre les Mexicains, hein, bien sûr. Nous ne sommes pas racistes à Ketchup. Nous aimons beaucoup les dealers de drogue et les pépitos, mais là, ça ne s'est pas marqué. Moi, j'aime les Euh, hommes masqués. J'aime les hommes masqués, alors je les défends, les Lucha House Party. ah oui. Bah Rey est écoute, champion US, bah derrière, il a fallu que des hommes masqués se fassent casser la gueule par un gros monstre bah oui, rouge. c'est bien, bien fait Voilà. pour eux. Voilà. Allez, on continue sur une autre grosse affiche. Bah, de toute façon, il n'y aura plus que ça, hein, c'est la fin de la soirée. Kofi Kingston qui défend son titre contre
Kevin Owens. Kevin Owens, donc, qui est l'ex-membre très temporaire du New Day. Un combat, une opposition de style, hein. Donc Kevin Owens qui va prendre le dessus une bonne partie du match, qui va en profiter pour insulter le public, et ça marche plutôt bien, hein. Il a des vraies réactions de hate, puisqu'il dit, je sais plus ce qu'il dit, arrêtez de stop clapping, à un moment arrêtez d'applaudir, en gros, puisque le public soutient Kofi Kingston. Kofi Kingston qui réussit à résister à la powerbomb au finisher, oui, c'est le finisher de Kevin Owens. Hein, il se relève, il y a near fall, il se relève à 2. Kofi Kingston lui réussit à placer un Trouble in Paradise, mais Owens tombe à l'extérieur du ring. Donc là, c'est foutu. Et là, Corey Graves hurle à Kofi Kingston, mais te fais pas chier, reste là, attends le décompte. Hein, sauf que Kofi Kingston, non, il ne mange pas de ce pain-là. Lui, il veut une victoire clean. Donc il reprend Owens, il le ramène au milieu du ring. Il se fait surprendre par un stunner, mais il réussit à attraper les cordes pour briser le tombé. Et là, oui, monsieur l'arbitre, là, oui, c'est légal, effectivement. Et ensuite, il se passe quelque chose d'assez bizarre. Kevin Owens, il enlève les chaussures de Kofi Kingston, il les balance dans la foule. Et puis, il se fait contrer finalement, et il prend le Trouble in Paradise, et là, il ne s'en relèvera pas. Donc, visiblement, Kofi Kingston fait plus mal en chaussettes qu'en chaussures. Nous pourrons en débattre. Moi, ça m'a surpris. Et le champion ghanéen, conserve son titre. Kevin Owens était battable donc par Kofi Kingston. Xavier Woods vient célébrer. On n'en a pas fini avec la Kofi Mania. Est-ce que toi, ce match, t'as conquis ? Alors, le Trouble in Paradise est une arme létale dorénavant à la WWE, mais véritablement létale, puisque là, vraiment, depuis des semaines et des semaines, Kofi Kingston, il couche tous ses adversaires, et là, il vient de coucher Kevin Owens dans un match de 15 minutes que j'ai trouvé solide, que j'ai trouvé moins fort que ouais. le AJ Styles, Seth Rollins, mais ça restait un match bien solide avec un Kevin Owens bien hot, qui nous a, voilà, comme tu l'as dit, qui a bien trash-talké le public, qui a été toujours dans une violence, voilà, comme il sait être en heel, quoi. Vraiment, j'adore Kevin Owens, quoi. Vraiment, quel catcheur celui-là. Et il a placé ses powerbombs, il a essayé une Swanton Bomb qui a été contrée aussi, qui a été bien spectaculaire. Alors son finisher, c'est quand même le stunner. Il l'a porté d'ailleurs à un moment, mais Kofi a réussi à se sauver du stunner. Et finalement, le Trouble in Paradise pour clôturer le truc. Voilà, sans chaussures, comme tu l'as dit. Ouais, c'est vrai que c'était assez surprenant aussi, ça, sans chaussures. Cela dit, tu te prends des doigts de pied bien solides de catcheur dans la tête, ça peut faire quand même mal. Ah, et puis peut-être que l'odeur après 15 minutes de combat aussi, ça te fait tomber, hein. Et aussi, ça aide, ça aide. Et du coup, Kofi reste champion depuis WrestleMania. Il tient son titre, il y tient, et il le tient bien et fort. Et pour l'instant, c'est solide ce qu'il fait Kofi dans le ring aussi. Face à des bons adversaires, donc si tu veux, moi je trouve que c'est sympa. On avait du coup une belle affiche, quoi, sans interférence, sans rien. C'est vrai. Un combat propre encore, qui se termine clean. Voilà, nickel. Franchement, pour moi, voilà, un match réussi. Moi, j'étais peut-être trop dans l'ambiance du match d'avant. Alors, je parle pas de Lars Sullivan, mais du match de Rollins Styles. Et j'étais. C'est différent, évidemment. C'est pas le même style parce que là, on avait clairement une opposition heel-face. J'ai trouvé Kevin Owens très bon. Pour moi, voilà, c'est toujours Kofi Kingston qui. Je l'aime beaucoup, mais je continue de trouver que. Je sais pas. Il est trop tendre, peut-être. Il est trop. C'est son physique, il est très léger, il est très voilà, ça donne moins l'impression d'une vraie confrontation de bonhomme que ce qu'on a eu avec Rollins et Styles. Mais c'était sympa aussi. Il y a eu le Kofi Kingston. Il est dans son momentum. Ouais, bien sûr. La foule, elle est tellement. Le problème, nous on voit ça de nos yeux de podcast. Oui, bien sûr. Et tu vois, quand t'es dans le stade, voilà. Je pense que la foule, là, en particulier aux États-Unis, elle est au taquet derrière lui. Tu vois, il a des pop monstrueuses. Il y a pas de problème. Il a une interaction avec le public qui reste vachement puissante. Ouais. On aurait pu penser après ce WrestleMania moment que ça allait être décliné, etc. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il est au top de sa popularité, le Kofi. Le public le veut en champion et est content de le voir battre les heels, quoi, les uns après les autres. Ouais, et c'est vrai que ça fait
Ça commence à faire une belle série, là, il a battu pas mal de monde. Il est toujours champion, on verra bien ce que ça donne, là encore, mais c'est une belle étape qui est réussie, là, déjà c'est sa troisième défense de titre, il en avait déjà défendu deux en weekly depuis l'histoire de cette wildcard, mais voilà, c'est un règne qui continue, comme tu dis, c'est très solide de rajouter Kevin Owens à son tableau de chasse, on verra maintenant si on continue une feud, là, on peut vraiment rien présager de ce match-là parce que c'est victoire clean. Donc, a priori, ça pourrait très bien être au suivant, mais on verra. On verra parce qu'il y a autre chose dans l'équation. Il y a le Money in the Bank masculin et il a enfin lieu. C'est notre main event. Donc, je rappelle les participants qui sont là pour ce soir. Donc, nous avons Finn Balor, le champion intercontinental. Nous avons Andrade, la superstar latino. Nous avons Ali, la petite pépite de 205, Randy Orton, Baron Corbin, Drew McIntyre, et qui est-ce que je n'ai pas dit? Et Ricochet. Et Ricochet, bah oui, bien sûr. Oh là là, le pauvre, j'allais l'oublier. Ricochet, oui, le petit Ricochet. Bah oui, ils sont plus que 7 puisque Sami Zayn est out. On nous avait laissé sous-entendre qu'il y aurait un remplacement, mais là, ils sont 7 et la cloche commence. Enfin, la cloche sonne et le match commence, pardon, je fais un raccourci là dans ma phrase. Et c'est parti pour un gros match là aussi, un gros match où tout le monde va donner énormément de sa personne. Il y a énormément de travail collectif. Donc là aussi, je vous cite un peu à la volée des gros moves, mais tout le monde a eu ses moments. Je crois qu'on peut dire sans hésiter que le plus gros moment, c'est quand nous avons Andrade et Finn Balor qui essaient de monter chacun d'un côté de l'échelle. Sauf que du côté de Balor, il y a aussi une échelle qui est coincée horizontalement entre les cordes et l'échelle de Balor, qui elle est verticale. Et donc notre ami Andrade, il passe par-dessus Balor, il fait une espèce de culbute, il l'attrape et il lui place une powerbomb sur l'échelle verticale, sur l'échelle horizontale, pardon, qui se brise sur le coup. Énorme spot, hein. Ah ouais, énorme spot. Ouais, non, mais il y a eu dans ce match, il y a eu des super spots. Enfin, j'ai vraiment ce match-là, ça a été jusqu'à un match qui a duré 20 minutes. On va dire Ouais. que on va mettre, il y a eu 19 minutes de fou, quoi. De Il y a- fou, ouais. ouais, le sunset flip de Andrade. Andrade, il a été impliqué dans pas mal de choses. Ah, Mm. moi, j'y ai vraiment cru, hein, j'ai vraiment cru qu'il allait gagner, hein, Andrade. Hein. Vraiment, j'y ai vraiment cru très fort. Mm. Et on a eu Ali aussi a été impliqué. Enfin, ils ont tous eu des gros moments. Drew McIntyre a eu une phase là, mais une phase de destruction ultime. Ah, mais même lui aussi, il a réussi à me faire douter pendant le match. À un moment, j'étais là, Andrade, Drew, mais qui va gagner quoi et voilà. Et on avait dit dans le pré-show qu'on aurait la caution voltige avec Baylor, Ricochet et Ali, et on l'a eu quoi. Ouais. Ah non, c'était un super match de l'échelle. Moi, franchement, j'ai kiffé quoi. Je crois que c'était un des meilleurs matchs. Ouais, c'est une stipulation qui commence à exister depuis un petit moment, mais c'était vraiment un très très bon match et du coup, on va pas trop vous le décrire, mais on vous invite largement, si vous avez 20 minutes, à le regarder. Andrade a été énorme. Finn Balor, il a pris aussi parce qu'il a pris ce spot. Moi, j'ai cru que c'était fini pour lui. Après, il en a pris d'autres. Non, mais Euh, pris cher Finn Balor, mais un truc de dingue. Il est revenu au combat et tout. Il a repris derrière. Et putain, mais c'était un truc de dingue. Il y a eu toute une phase aussi où Randy Orton, les uns après les autres, il les a défoncés en les balançant sur les tables de commentateurs. mais dès le début, hein, très Ouais, tôt dans le match. oui, c'est au début ça qu'il a fait ça. Ouais. Il s'est mis au ringside et il a attendu que les mecs Ouais. passent par-dessus les cordes et il les chopait et bam. Ça a commencé dans une violence sans nom et ça a continué dans une violence sans nom quoi. Même les spots en fait où il faut installer les échelles, Andrade c'est lui qui installe l'échelle Ouais. de travers sur les cordes avant de passer le spot. Et après c'est lui qui prend un Spanish Fly de Ali aussi qui était assez somptueux. Mais enfin c'était fou quoi, ça enchaînait quoi. On a eu du spot qui s'enchaînait ah ouais, moi j'étais bien à fond dedans. Hein. C'était le dernier, le main event. On était au taquet et j'étais bien à fond. Ouais. Je crois que tout le monde était à fond. Alors moi j'avais une peur qui montait petit à petit parce que je voyais un catcheur qui faisait pas grand chose, qui prenait pas trop de coups, qui prenait pas trop de risques. C'était Baron Corbin. Alors je me suis dit j'ai peur. Je me suis dit putain c'est lui qui va gagner parce qu'ils sont en train de. Mais Il a pas.
quand il est vu, Baron Corbin, il a pris très cher aussi. Ouais. Baron Corbin, il a pris une. Parce que Drew McIntyre, il s'est un peu retourné. D'habitude, ils sont relativement potes, mais là, ils étaient plus du tout potes, quoi. Ah bah, c'est Et... Corbin qui a commencé, hein. C'est Corbin qui a envoyé Drew McIntyre dans le public même, et ensuite il a mangé un Claymore Kick assez violent. Ah oui, oui, après, il a mangé un Claymore Kick, et après, il est remonté quand même sur le ring, Corbin, et là, il a pris une volée de Andrade, Baylor, il a pris cher, Corbin. Oh, c'était fou, franchement, c'était fou. Moi, j'ai trouvé ça. Jusqu'à ce moment-là, enfin tout l'enchaînement des spots et toute la chorégraphie du combat était, j'ai trouvé ça superbe. Voilà, quoi. C'était peut-être pas le meilleur ladder match, Money in the Bank match de l'histoire, hein, loin de là, mais je veux dire, ils délivrent la marchandise et voilà, c'est ce qu'on attendait qu'ils envoient du lourd et ils ont envoyé du lourd. Et ouais, mais vous avez compris, hein, Chris qui nous dit jusqu'à ce moment-là, jusqu'à 19 minutes 30, et ouais, il y a eu le twist final de la WWE. Oh, ultime! Tout d'un coup, donc il ne reste plus personne. Oh, le troll! Ah, le troll, il ne reste plus que Ali qui s'apprête à grimper. Et là, on se dit c'est peut-être son moment, mais en même temps, on sent qu'il met un petit peu de temps. Et tout d'un coup, dun, dun, dun. Alors, je sais pas si je le fais bien, mais vous étiez censé reconnaître la musique de Brock Lesnar. Brock Lesnar, l'ancien champion universel qu'on n'avait pas vu depuis WrestleMania. Dun, Qui... dun, tadam, Voilà. tadam. Voilà. Un petit blind test, vous nous direz si vous nous avez trouvé bon, et sinon bah, venez faire mieux, c'est pas facile aussi hein, de faire les musiques comme ça à la bouche. Et tout d'un coup, eh ben voilà, Brock Lesnar, il galope comme un cabri, alors j'ai jamais vu courir aussi vite. Et puis bah voilà, vous aurez compris, il monte, il fait tomber Ali, je sais même plus comment, et puis il décroche la mallette, donc il est tout en haut Euh, de l'échelle, il est mort de rire. Le public hue, les gens commencent à partir. Je sais pas si c'est lié à cette fin pourrie, mais j'ai vu des gens, enfin il y avait plein de gens, j'ai trouvé qu'ils partaient dans l'escalier dès que la cloche a sonné, dès que la mallette était décrochée. Donc voilà, après 20 minutes où les meilleurs de la WWE actuellement, donc voilà, les Andrade qui ont été excellents, Finn Balor, tout ça, et ben finalement on retrouve la diva mercenaire. Brock Lesnar possède la mallette alors qu'il aura donc participé 30 secondes à ce match. J'imagine que ça va être débattu, j'imagine qu'il va y avoir des critiques, alors de la part des fans, mais bien sûr, je pense que ça va être scénarisé hein, aussi. Je pense par exemple que Drew McIntyre ou des gens comme ça vont vouloir un petit peu des explications. En tout cas, Lesnar est à la mallette. Alors, très mauvaise nouvelle pour Seth Rollins. Potentiellement, on peut toujours penser à une surprise. Hein. C'est notre ami Papy qui nous écoute parfois, qui est dans le Discord et qui dit que, à son avis, ça va être la surprise et on va plutôt avoir un cash-in sur Kofi Kingston. Bon, on va en discuter de tout ça, des possibilités que ça offre. En tout cas, Chris, toi, tu t'es plutôt arraché les cheveux là-dessus. Ah, écoute, j'en ai plus des cheveux, donc ça Ah ben, tombe. trop tard. Tu J'ai de la, t'es, j'ai de la barbe, mais j'ai plus de cheveux. tu, Mais tu t'es arraché la barbe? non, mais le troll, non, mais les jeunes catch-up qui nous écoutent, écoutez, franchement, la WWE nous a mis un troll, mais un truc de fou, quoi. Alors moi, vraiment, j'étais hyper surpris. Hein. Je sais pas toi, hein, Raphaël, mais moi, je m'attendais pas du tout. Hein. J'avais lu aucune rumeur de quoi que ce soit, etc. Donc vraiment, j'avais pas du tout à l'esprit que Brock Lesnar pouvait intervenir dans ce match. Je sais pas s'il a été déclaré officiellement participant à ce match à un moment ou à un autre. J'ai pas, ça m'a peut-être échappé en visionnant le pay-per-view en version originale, quoi. J'en sais rien. Bah, il y a les commentaires qui ont dit, je crois juste, Oh my god, Brock Lesnar c'est le Voilà. 8e membre, mais sans, bon, c'est commentateur quoi. Après, voilà, pour moi, c'est un troll ultime. Voilà, on fait revenir le Brock Lesnar. Alors, je pense que c'est largement dans la perspective du pay-per-view en Arabie Saoudite. Et ça, après, en fait, j'y ai pensé après coup, une fois qu'il était assis sur l'échelle, en train de se marrer. J'ai fait, ah ouais, il y a l'Arabie Saoudite, c'est vrai. Et donc voilà, donc on se retrouve avec un Brock Lesnar, Mister Money in the Bank. Alors que quand même les autres se sont cassés le cul pendant 19 minutes. Je suis désolé, hein, Brock Lesnar, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais au final, bah voilà, il y a 8 mecs qui se sont cassés le cul, qui ont délivré la marchandise pendant 19 minutes 30, quoi. Et il y a le part-timer de 42 piges qui a débarqué et qui vient prendre le spot de la mallette. Bon,
Alors là, après, les amis, c'est ouvert à la polémique, ouvert aux commentaires, n'hésitez pas, mais franchement, il y a de quoi se poser des questions sur pas mal de choses, à mon avis, là-dessus. Moi, je suis quand même fortement déçu, hein, clairement, hein, fortement déçu. C'est même pas une question de que ça soit Brock Lesnar ou pas Brock Lesnar, c'est que je voulais voir un des mecs, un des 8 mecs qui était sur le ring et qui s'est battu pendant ces 20 minutes décrocher la mallette. Et dernier petit truc que je dirais, c'est Ali. Mais Ali, mais qu'est-ce que t'as foutu quand t'étais sur l'échelle? Il était Ouais. à hauteur de la mallette, il avait les mains dessus. Je veux dire, le temps que le bestias de 120 kilos, il traverse la rampe et qu'il arrive, merde! Vas-y, bouge-toi, remue le baudrier, retire la mallette, fais quelque chose, Ali, quoi, fais quelque chose! Bah non, il a rien fait. Si encore, tu vois, à la rigueur, Brock Lesnar, il avait eu un peu d'interaction dans le match. Il était rentré, il y avait encore un ou deux mecs sur le ring. Euh, il aurait posé quelques F5, quelques German suplex, mais là, en plus, il a rien fait. Il est monté à l'échelle, il a mis un punch et il a décroché la manette et il s'est marré comme une baleine, quoi. Tu vois, Mm. pour finir un pay-per-view comme ce Money in the Bank 2019, c'était un peu. Moi, voilà, je n'avais que ce mot, le mot des jeunes dans la tête, j'avais le mot troll. Voilà, je me dis, bah là, on vient de se faire troller par la WWE. Et les 8 catcheurs sur le ring, bah pour moi aussi, ils se sont fait troller, quoi. Bah, les 7 du coup. Les Oui. 7, pardon, les 7, oui. Ouais, moi je suis mitigé. En fait, quand le moment est arrivé, comme toi, j'avais eu aucune piste là-dessus. J'ai grosse surprise. Et sur le moment, bah, j'étais positif en fait. Je me suis dit, putain, ça c'était totalement imprévu. Ils nous ont grosse surprise. Ça va enflammer la catchosphère. Et d'un certain côté, ça va rajouter du dantesque à ce match qui était monstrueux. Et puis voilà, bah, c'est Brock Lesnar qui a gagné. Brock Lesnar, c'est quand même évidemment enfin, une légende, il faut dire ce qui est de la WWE. C'est un mec qui a un statut tellement à part. Donc ça me. C'est pour ça que, tu vois, moi-même, je, Ouais, je n'enfonce pas, ni critique ni trop, ni n'enjolive trop le truc, quoi, tu vois. Je reste ouais. assez mesuré pour l'instant. Je veux voir ce que ça va donner sur la suite. C'est Mais, juste que moi, j'ai toujours le côté, voilà, ce côté, tu vois, les mecs, les workers, quoi. Et hmm. je suis d'accord avec toi sur le principe que oui, ça sera une légende de ce business, quoi qu'il arrive. Brock Lesnar, c'est un Hall of Famer. Mais bon, il y avait peut-être d'autres choses à faire, mais voilà, c'est comme ça, Hmm. c'est un choix. Oui, alors moi, qui me fait chier dans. Enfin, j'attends de voir effectivement. Parce que moi, je me dis, il y a deux possibilités. De toute façon, hein, un cash-in, c'est foiré ou c'est pas foiré. Jamais Si, foirera un si, cash-in à Brock Lesnar. hein, Jamais, jamais, jamais Brock Lesnar foirera un cash-in. Je peux pas. voilà. Donc, si Brock Lesnar foire son cash-in, l'hypothèse la moins probable, ça ferait 3 ans d'affilée avec un mec qui réussit pas son cash-in, et ça serait dommage pour le prestige du truc. Et si Brock Lesnar réussit son cash-in, bah, ça veut dire qu'on va encore avoir Brock Lesnar champion. Et ça, bah ça, on pensait que c'était fini. On pensait vraiment que c'était. Enfin, pour moi, c'était. WrestleMania, c'était. On tournait la page, quoi. Brock Lesnar, il devenait. Bon, il est encore en business avec la WWE, donc il allait faire quelques matchs de part-timer à Jeddah, tout ça. Mais out of the title picture, quoi. Et puis finalement, bah non, il est toujours là. Moi, j'ai très peur. Enfin, j'ai très peur. On va voir, hein. Mais j'espère vraiment qu'ils vont quand même jouer le jeu, tu vois. Et qu'il va vraiment faire un cash-in, c'est genre un jour à Monday Night Raw, on s'y attend pas, ou à SmackDown. J'aimerais bien qu'il cache sur Kofi Kingston. Je trouverais ça relativement tragique en fait pour l'histoire de Kofi Kingston. Donc je trouve que ça collerait assez avec le personnage parce que cette fin-là est tellement trollesque, comme tu le dis, que ça veut dire qu'on va jouer complètement avec le côté Lesnar insupportable, Lesnar qui a tout ce qu'il demande, Lesnar le part-timer. Je pense qu'il va y avoir une fronde qui va se. Ça serait à mon avis la bonne idée, hein. Il va y avoir une révolte des workers, comme tu le dis. Je pense que Drew McIntyre ou les mecs comme ça vont pas hésiter à venir parler au micro pour dire qu'ils veulent leur match, que ça va pas se. Ouais, c'est l'élément intéressant d'avoir Brock Lesnar en Mr. Money in the Bank, c'est du fait que voilà, avec cette image de part-timer et d'apparaître dans les shows quand il a envie, comme il a envie. Du coup, effectivement, pour le coup, on va jamais s'attendre à quand est-ce qu'il va arriver avec la mallette et qu'est-ce qu'il va en faire. Donc ça colle bien, Mhm. ça colle bien à son personnage et à ce qu'il est à la WWE depuis quelques années. Après, j'ai envie de rebondir juste sur ce que tu as dit au début, sur l'éventualité où il foire son cash-in. Ouais, Écoute, je n'aimerais pas être à la place du booker qui doit annoncer à la réunion, bah Brock, on a décidé que tu allais foirer ton cash-in.
je pense que le Booker a peu de chances de survie, en fait. Mm. Donc, pour moi, il est totalement inenvisageable une seule seconde que Brock Lesnar puisse foirer un cash-in, quoi. Ouais. Direct, en plus, il décrochera son téléphone. Allô Vince, non mais là, t'es un Booker, il faut le virer, mec, là. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, qu'est-ce que t'en penses sur l'éventualité d'un cash-in? Moi, ce qui me faisait peur, c'est qu'ils fassent comme Braun Strowman l'an dernier, c'est-à-dire qu'ils nous disent le moment et l'heure, et que ben lundi à Raw, il arrive et qu'ils nous disent bon bah Seth Rollins, j'ai la mallette, rendez-vous à Jeddah, tel jour, telle heure, et puis hop, je cash-in. Ouais. Ouais, ça me paraît une possibilité qui me ferait chier dans le sens où j'aime pas quand il y a des cachings qui sont programmés, ça casse le concept. Et puis bah, s'il veut un rematch contre Seth Rollins, comme tu dis, c'est Brock Lesnar, c'est le prince. Il n'a pas besoin de faire cette comédie, c'est ça en fait. C'est pour ça que je jette pas totalement la pierre à cette histoire de troll. C'est que je me dis pourquoi Lesnar, qui a tout ce qu'il veut quand il veut, en gros, s'est senti obligé de venir faire ce gag là. Est-ce que c'est vraiment lui qui a attaqué Sami Zayn? Ça, on sait pas, hein. C'est peut-être quelqu'un d'autre. C'est peut-être Bray Wyatt, moi j'ai pensé. Il y a peu de doutes quand même, quoi. Mais bon, on sait, On sait pas. ouais, on sait pas, mais on sait pas. C'est vrai qu'on sait pas. Écoute, je sais pas. Et moi, je trouve que c'est un troll qui est. Mon cœur balance entre le positif et le négatif, quoi, pour différentes raisons. Et pour l'instant, je vais rester mesuré et je vais attendre de voir ce qui va se passer dans les weekly. Et Hmm. effectivement, le scénario que tu dis, il pourrait très bien dire, bah voilà, bah, je disparais. Il va peut-être venir juste à un Raw et avec la mallette en disant, bah voilà, je t'attends à Jeddah, en Arabie Saoudite. Voilà, et effectivement, ça va être un cash-in programmé. Et si c'est un cash-in programmé, de toute façon, l'espoir de garder son titre pour Seth Rollins est quand même réduit quasiment à néant, quoi. Hmm. Donc, sauf si ils ont d'autres plans, mais pour Brock, mais je vois pas d'autres plans. Effectivement, écoute, ils ont définitivement envie de le relancer dans la title picture. Il a été annoncé que de toute façon, sa carrière en MMA était terminée définitivement aussi. Ouais. Donc, il le retrouve et Vince, il peut pas s'en passer de sa bête, quoi. Hmm. Ah bah c'est un personnage à part, hein, c'est évident. Moi, l'autre chose qui me fait peur derrière, mais ça on n'y est pas encore, hein, c'est qu'on finisse par finalement reboucler la boucle et que si Lesnar redevient champion, on repartira quoi qu'on en veuille sur un programme contre Roman Reigns, quoi. J'espère qu'on aura quelque chose d'un peu moins stéréotypé que ce que je crains. Mais bon, j'aimerais vraiment qu'il. C'est pour ça que je suis. En même temps, je trouverais vraiment intéressant que Lesnar soit vraiment Money in the Bank, mais vraiment pour de vrai, c'est-à-dire qu'on le voit plus. Limite, on le voit plus, quoi. Limite, lundi, on a McIntyre, on a Corbin, on a Ali, tous devant le bureau de Vince, et Vince, il dit, bah, ouais, mais Brock, non, ok, vous pouvez gueuler, mais Brock, il a gagné, et puis il est pas là, et puis on sait pas s'il sera là la prochaine fois, puis on sait pas quand est-ce qu'il sera là. Et puis au pire, on lui file un match à Jeddah de gala contre, je sais pas, ouais, contre Drew McIntyre ou contre, qui c'est qui pourrait affronter contre Elias, contre qui tu veux. Bah, plutôt un face normalement, mais bon. Bref, et puis bah, un de ces jours, peinard, tout d'un coup, on s'y attend pas, on est à SmackDown, je sais pas quoi, et tout d'un coup, on entend la musique de la bête, et hop, cash-in. Moi, j'ai vraiment envie qu'on joue le concept de Money in the Bank, quoi, qu'on nous fasse pas un truc hyper attendu lors en Arabie Saoudite ou lors de SummerSlam ou un truc comme ça, quoi. Ouais, je sais pas. Écoute, il y a plusieurs pistes, plusieurs Mm. scénarios possibles. C'est pas, c'est pas très évident à l'heure d'aujourd'hui de décliner ça. Moi, si tu veux, je pense, j'ai un peu peur quand même qu'on ait un Seth Rollins versus Lesnar à Jeddah. Je pense pas qu'il va. Je vois mal Brock Lesnar aller à Jeddah et pour affronter Mm. un second couteau, tu vois. C'est soit il y va pour le titre, soit il y va pas. Et comme il va y aller, parce qu'on sait qu'il est dans la carte, Oui, il est prévu en Arabie Saoudite. Donc moi, écoute, du coup, très franchement, j'ai peu j'ai- d'espoir. j'ai peu d'espoir sur le fait qu'il n'y ait pas autre chose qu'un Brock Lesnar versus Seth Rollins à Jeddah. Bon, bah écoute, sur ces perspectives, on en finit là avec ce pay-per-view, en tout cas, qui était bien long, hein, plein de matchs, encore une fois. Écoute, tu connais le principe, Chris, je sais pas si tu as préparé ton coup, mais il va falloir donner une note, un flop et un top. Eh ben, écoute, je vais donner plutôt une bonne note parce que il y a eu des trucs pas terribles, il y a eu de la controverse, du sang, des larmes, des erreurs d'arbitrage, des nouveaux champions, 3 changements de ceinture. 2 matchs, à mon avis, vraiment
3 matchs même, allez, 3 matchs de grande qualité. Donc je vais lui mettre une bonne note à ce pay-per-view. Je vais lui mettre un 3,75. Je lui mets pas un 4 parce qu'il y a eu certaines petites choses qui m'empêchent à mettre le 4 étoiles. Si j'avais noté que le Seth Rollins à AJ Styles, qui lui sera donc mon top, et qui le met un 4,5, pour moi le meilleur match de la soirée. Mais j'ai beaucoup aimé le MITB féminin, le MITB masculin. J'ai beaucoup aimé le Kofi KO, que j'ai trouvé un match super solide et peut-être moins flamboyant que les 3 autres cités précédemment, mais vraiment mon top, ouais, c'est vraiment le AJ Styles versus Rollins. C'était un super match, quoi. 20 minutes de catch, magnifique. Et mon Donc flop, ça, ouais. mon flop pour finir, il sera au Miz versus Shane. Ah oui. Ce combat, voilà, j'aurais pu le donner à Reigns, j'aurais pu le donner à Lars Sullivan, j'aurais pu le donner aux heures d'arbitrage, j'aurais pu le donner à différentes choses. Mais vraiment, le Shane versus Miz, vraiment, voilà. Shane ne m'intéresse pas ou ne m'intéresse plus. Le match était sans envergure, il n'y a pas eu de spot notable, il y a eu une fin un peu pourrie, il y a eu un arbitrage merdique. Voilà. Après, on aurait presque pu faire un top note flop masculin et féminin, tu vois quoi. Chez les filles, il y a eu des choses aussi très super dans ce pay-per-view. Et les filles, Bah vas-y, hein. Fais-le. Non mais les filles, je leur donne voilà les mentions honorables, tu vois quoi, pour les filles, parce que vraiment un super MITB féminin. Tout le segment du match Becky et Lacey jusqu'à le cash-in victorieux de Bayley, tout était bien orchestré. Ça m'a vraiment plu. Donc le pay-per-view m'a plu dans l'ensemble. J'ai bien été entertainé par la WWE à quelques exceptions. Voilà. Donc 3,75, c'est une bonne note pour un Money in the Bank quand même. Ouais, mais moi je vais aller plus haut que ça. Je vais le donner le 4. Il va tomber le 4. Ouais, je vais faire tomber le 4 parce que moi je suis quelqu'un de positif et je vais retenir ce que la WWE nous a donné. Et elle nous a donné de très bonnes choses, comme tu l'as dit. Money in the Bank féminin, très correct, très bon. Tout le segment, toute la façon dont ils ont décidé de gérer l'histoire de Becky to Belt, je trouve ça très bien pensé. On a pas de trophée, pas d'overbooking. Becky, elle a pas. Voilà quoi, c'était pas les gauntlet match de Kofi Kingston, quoi. On s'en est très bien sorti. Rollins Style, ça va être peut-être bien le match de l'année, on verra. Le Money in the Bank masculin, moi je pense que c'est un des meilleurs que j'ai vu, clairement, hein, de mémoire. Je j'ai pas le souvenir d'avoir été autant impressionné par des gros spots. Après, sorti de tout ça, il y a eu de la merde, il faut le dire, mais je pense qu'avec le temps, bah, je vais me retenir que ce pay-per-view avait tous ces grands moments. Quand je vais réfléchir là, si je réfléchis de tout ce qu'on a vu de toute façon depuis début 2019, je me dis qu'il va y avoir certains des gros highlights de l'année, ils étaient ce soir-là. Même si j'espère qu'on aura encore plus ouf dans ce qui nous reste. Mais du coup, je fais tomber le 4, ouais, parce que je prends ce qu'on m'a donné de positif, le négatif, voilà, on va un peu l'oublier. Le flop, moi, je vais le mettre quand même à se tomber cette fin du match Rey Mysterio Samoa Joe, parce que je trouve ça. En fait, je trouve que je sais pas si c'était pas scénarisé, je pense, ils ont improvisé, mais je trouve ça un très mauvais choix, une très mauvaise entente entre les catcheurs, l'arbitre, je ne sais quoi. Ça fait con quoi. Ça fait vraiment, on a des arbitres de 3ème division. Alors, t'as beau avoir chorégraphe qui dit ah oui, mais le corps de Samoa Joe cachait la vue de l'arbitre. Bah oui, mais c'est un peu le principe de l'arbitre de bien se placer quoi. Donc ça m'a vraiment déçu, même si c'est vrai que le match de Shane était. Il mérite ton flop, donc moi je vais lui donner ailleurs. Et le top, je vais le donner au main event. Le cas de Lesnar est particulier, très particulier. Ça peut être vu comme un plus qui a rajouté encore plus au match. Ça peut être vu comme quelque chose qui casse complètement le momentum. Là, libre à vous de nous dire en commentaire. Je pense qu'on n'est pas tous à catch-up à avoir le même avis. J'imagine que Gisca l'a adoré, je sais pas pourquoi. Mais moi j'ai trouvé le match était excellent. Ringside est un bon fan de Brock Lesnar, à ce que je sais. Donc, Ringside, par exemple, a dû être satisfait de l'arrivée de Brock Lesnar dans le ladder match. Moi, après, c'était, si tu veux, ce qui est bien dans Money in the Bank, c'est que voilà, on a de la stipulation, on a des titres en jeu, c'est quand même un des pay-per-view les plus vivants de l'année, j'ai envie de dire, quoi, tu vois. Ouais.
Et ils ont quand même envoyé du lourd, hein. Voilà, les ladder matchs chez les filles comme chez les garçons ont envoyé du lourd et c'est quand même ce qu'on attend beaucoup, quoi. Ouais, je me souviens donc, pardon, je vous confonds tous les deux, je sais pas pourquoi. Chris, lors du pré-show d'hier, hein, tout simplement, tu nous disais si avec cette affiche-là dans le main event pour le Money in the Bank match, si j'en ressors déçu, c'est que vraiment ils auront raté parce qu'il y avait du beau monde. Ouais. La mission est accomplie là. Ah ouais, ouais, clairement. Ouais, je Mm. pense que il y a pas de problème. Ils ont délivré la marchandise, il n'y a pas de souci. C'était le match. C'était le match qu'il fallait. Je pense qu'il y avait un beau casting et il y avait. Enfin voilà, je sais pas si le WWE Universe est déçu globalement de ce pay-per-view. Je découvrirai ça au fur et à mesure de la semaine. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que le contrat était rempli. Et ben voilà, on en finit en tout cas nous avec cette analyse. Money in the Bank 2019, ça y est, c'est passé. Donc je résume si vous n'avez pas tout suivi. Bayley a gagné le Money in the Bank féminin. Elle a réussi son cash-in plus tard sur Charlotte qui venait de battre Becky Lynch. Donc Bayley est la nouvelle championne féminine de SmackDown. Becky Lynch reste celle de Raw. Seth Rollins et Kofi Kingston continuent d'être champions après 2 gros matchs. Et puis Brock Lesnar, à la surprise générale, est devenu le Money in the Bank man masculin. Donc on verra bien, ça ouvre plein de perspectives en plus. Bon, c'est ça qui est bien hein, avec cette histoire de wildcard, avec la Jeddah qui arrive, tout est possible là. Et Rey Mysterio est champion US et Grand Slam Champion. Et Rey Mysterio est champion US. Et on nous a même booké, on nous a même annoncé, alors c'est un peu plus anecdotique, mais un Balor contre Andrade pour Jeddah, justement, pour le titre intercontinental. Donc, on espère que ça vous aura plu de nous écouter. Peut-être que vous êtes d'accord avec nous, peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord, peut-être que vous détestez que Brock Lesnar soit de retour, peut-être que vous avez adoré le match de Shane McMahon. Dans ce cas-là, expliquez-nous pourquoi, parce qu'on n'a pas compris. Vous pouvez nous suivre et puis converser avec nous sur iTunes, sur PodCloud, sur Spotify, sur YouTube évidemment, en format vidéo. Donc soutenez-nous, commentez, mettez des petits pouces, des petits cœurs, des petits plus, tout ça. On a des réseaux sociaux évidemment, donc Facebook, Instagram, Twitter, tout ça, Catch-up CDC. N'hésitez pas à écouter ce qui va arriver, hein, Raw et SmackDown, parce que là, ça y est, on est reparti. On a un pay-per-view saoudien là, booké en 2 semaines. Il va se passer plein de choses. D'ici là, merci à toi, Chris, d'avoir été avec moi pour ce show, cette review à chaud de Money in the Bank qu'on vient tout juste de regarder aujourd'hui même. Ce fut un plaisir. Avec plaisir aussi. Très bien. Et puis, à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un très bon Money in the Bank, une bonne analyse avec nous. Et puis, à bientôt à toutes et à tous et bonne semaine pleine de catch. Ciao. Salut Raphaël, salut peuple de Catch-up. Ciao tout le monde, à très bientôt. Erreur de la banque en la faveur de Brock Lesnar. Encore lui.